Est-ce que je vois la table de cette couleur-là parce que c'est moi, mon intelligence, si on veut, ma conscience, mon esprit, mon nous, vous appelez ça comme vous voulez, qui produit cette image, mais dans ce cas-là, je devrais pouvoir en changer. Je pourrais dire, allez, maintenant t'es rouge. Ou alors, est-ce que c'est parce qu'à l'extérieur de moi, il y a réellement une table de cette couleur, que cette couleur s'imprime dans mon corps et dans mon esprit. Donc, est-ce que je vois une chose bleue parce qu'elle est bleue, ou est-ce que c'est moi qui structure par la couleur bleue, qui organise un donné dont je ne peux rien dire par une catégorie qui serait la catégorie bleue, et qui impose ça à la chose. Donc la question paraît un petit peu théorique, voire proche de l'autisme ou du délire. C'est qu'on se demande, en gros, vous vous demandez si quand vous voyez un objet bleu, vous le voyez parce qu'il est bleu ou pas. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est moi qui bleuis l'objet, sans m'en rendre compte, si on veut? Et comme on fait tous la même opération, bah, ça fait qu'évidemment, vous allez me dire, bah oui, il est bleu. Bah oui, parce qu'on impose tous les mêmes catégories. Est-ce qu'on voit les choses dans l'espace et le temps parce qu'elles le sont? Ou est-ce que c'est nous qui avons des catégories qui sont l'espace et le temps, et donc on voit les choses dans l'espace et le temps? Parce que, disons, on est câblé que pour ça. Donc évidemment, quelque chose qui serait ni dans l'espace ni dans le temps, on ne peut même pas se le représenter. Et tout ce qui est ni dans l'espace ni dans le temps, on a tendance à penser que ça n'existe pas. Parce que nous, justement, on peut se saisir que ça. Tout comme avec 5 sens, on peut saisir certaines réalités. Si vous avez pas, si vous manque un sens, si vous n'avez pas l'audition, vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'est que le son. Donc là, est-ce qu'il y aurait des catégories, tout comme il y a des catégories physiologiques, par exemple la vue, le son, etc. Il y aurait peut-être des catégories plus mentales, je dirais, qui font qu'on imposerait sans s'en rendre compte des catégories aux choses. Donc on les verrait tous comme ça, parce que nous, on les construit comme ça. Ou alors, un peu plus simple, peut-être un peu plus naïf, mais quand même plus simple, et ben non, c'est parce qu'elles sont comme ça, donc on les voit comme ça, quoi. C'est la grande question qui occupera Fichte toute son existence. Alors, du coup, on a une opposition entre idéalisme et dogmatisme. Alors, le dogmatisme, c'est pas forcément quelqu'un de buté, c'est lui, il appelle dogmatique le fait qu'une personne considère qu'on voit les choses comme ça parce qu'elles le sont réellement. Donc, on appelle ça aussi le réalisme. Donc, moi, je préfère le terme de réalisme à dogmatisme. Dogmatisme, ça fait un peu péjoratif. Et puis, il y a l'idéalisme, c'est-à-dire qu'on part de l'idée, on part plutôt de l'esprit. C'est un subjectivisme et un objectivisme. Si vous aimez les ismes, on peut fabriquer plein de ismes. Donc, en premier lieu, l'idéalisme ne peut réfuter le dogmatisme. Sans doute le premier, comme on l'a vu, a par rapport au second un grand avantage, celui de pouvoir indiquer son principe d'explication, l'intelligence. Le dogmatisme, lui, doit se contenter de constater un fait tel qu'il est. Sinon, il se rendrait incapable de pouvoir suivre la moindre discussion. Selon le dogmatisme, tout ce qui se présente dans notre conscience est produit par une chose qui existe réellement, une chose en soi, y compris nos déterminations prétendues libres. Cette croyance est produite en nous par l'action de la chose et les déterminations que nous faisons dépendre de notre liberté. Donc, c'est-à-dire que, oui, mais ça existe bien hors de moi, puisque si je touche quelque chose et que c'est chaud, je n'ai pas le choix, c'est bien la chaleur qui s'impose à moi. Donc il y a bien une chose qui existe en soi, la chaleur. Sauf que c'est peut-être pas si simple que ça, et c'est ce que montre déjà Kant. Le dogmatisme n'est pas capable, en réalité, de réfuter l'idéalisme. Donc il dit, en fait, il n'y a qu'une possibilité, il faut être idéaliste. Le dogmatisme, le réalisme, si on veut, on voit une chose bleue parce qu'elle est bleue, ça c'est bon dans la vie courante, surtout si vous ne voulez pas passer pour un fou, socialement, il faut mieux dire ça. Mais en réalité, philosophiquement, c'est pas tenable. Le seul vrai système pour Fichte, c'est l'idéalisme. En effet, le principe du dogmatisme est contradictoire. C'est la chose en soi. Elle n'est rien, et c'est d'elle que tout doit dépendre. L'idéalisme nie cette preuve, et en cela même, il se rend compte que l'expérience est autre chose. La chose en soi devient pour lui une chimère. L'intérêt suprême et le fondement de tous les autres intérêts est donc que la philosophie doit s'adresser à nous-mêmes. Donc il relie ce qu'il disait au début, il disait prête attention à toi-même. Finalement la philosophie c'est penser par soi-même, c'est s'attacher à soi-même. Il dit oui, c'est la même chose puisque justement on reste en fait dans la sphère du moi. Donc ça s'adresse à nous-mêmes. Et il en est de même pour le philosophe. Ne pas perdre son soi ni dans le raisonnement ni dans les choses extérieures. Celui qui est conscient du pouvoir de sa propre pensée
est supérieur au dogmatique. Qui lui pose hors de lui quelque chose d'extérieur et de réel. Celui-là a besoin d'une chose comme point d'appui pour son moi. L'idéaliste se contente de ce moi. Le moi qu'il possède et qui l'intéresse supprime donc la croyance aux choses extérieures. Il croit par penchant à son autonomie et s'en saisit avec une émotion. Sa croyance en lui-même est immédiate et certaine. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que je pense qu'il faut entendre par là. Ça, c'est une présentation qui donc en gros oppose, je dirais, idéalisme, réalisme, et dit que tout comme en philosophie, on ne cesse de dire, il faut penser par vous-même, il ne faut pas vous laisser, influencer, manipuler. Finalement, quand vous pensez, est-ce que c'est bien vous qui pensez, ou est-ce que c'est pas la pensée commune qui pense à travers vous, votre éducation qui pense à travers vous, les médias qui pensent à travers vous, les on-dit qui pensent à travers vous, etc. Donc, tout comme on a cette dimension très pratique de la philosophie, c'est penser par soi-même, c'est s'arracher aux déterminations, essayer de faire preuve de liberté. On retrouve le même mouvement au point de vue théorique, en se disant, c'est pareil, il faut partir du moi, il faut partir du sujet, il ne faut pas supposer forcément qu'il y a des choses extérieures à nous. Tout ce que je sais, c'est que je vois des choses. Après, est-ce que je les vois parce qu'elles existent? On va voir. Il ne faut pas penser faut penser par soi-même et il faut percevoir par soi-même, je dirais. Il ne faut pas croire qu'on perçoit une chose parce qu'elle existe. Peut-être que ça se passe de façon plus complexe. Donc il y aurait un monde qui existe hors de moi puisque j'en perçois un, et il doit globalement correspondre, au moins dans les qualités premières, voire dans toutes les qualités, à ce que j'en perçois. Alors ça, Fichte l'appelle le paradoxe de l'irréflexion. Alors ce paradoxe, il consiste à concevoir comme étant donné objectivement ce que nous percevons. Or, puisque c'est nous qui les percevons, extérieurement à nous, nous ne pouvons pas être sûrs que nous ne les transformons pas au passage. Je dirais que nous ne les structurons pas, au moins par des catégories mentales, voire des catégories physiologiques. Alors, lorsque l'homme du commun, comme on dit, agit ainsi, pense ainsi, Fichte n'y voit aucune objection, puisque si les gens sont spontanément réalistes, c'est parce que justement, ils n'ont pas ce dédoublement de la conscience qui est propre de la philosophie. Seulement en philosophie, pour Fichte, on ne doit pas être réaliste. Qu'un lapin se dise qu'il y a sûrement une carotte parce qu'il en voit une, pas de problème. Qu'un joueur de foot se dise qu'il y a sûrement un ballon puisqu'il en voit un, pas de problème. Qu'un philosophe se dise qu'il y a sûrement des gens en face de lui parce qu'il les voit, pas de problème, parce que c'est un philosophe. Donc là, il n'a pas simplement une conscience perceptive immédiate, il n'a pas simplement une perception, il n'a pas simplement une conscience réflexive, il a un nouveau degré de conscience où il s'interroge sur la condition humaine, je dirais, sur la perception, et même sur la perception de la perception. Donc là, il faut être prudent. C'est aussi ce que nous enseigne la phénoménologie, il faut mettre le monde entre parenthèses, et il faut être prudent quant à l'existence du monde. Donc il rejoint Kant sur la nécessité de construire une sorte d'idéalisme transcendantal, même si le maître et l'élève se disputent un peu à ce sujet-là. Et ce qu'il reproche à Kant, c'est qu'en fait, il considère que Kant n'a pas été assez loin dans son système. C'est pour ça qu'il ne reconnaît pas Fichte comme son formidable disciple. Il pense que Kant n'a pas été assez loin dans son système parce que même chez Kant, il reste une sorte de vestige réaliste. Il reste encore des traces de réalisme dans la philosophie de Kant. Chez Kant, donc, il y a les phénomènes et les choses en soi. Les phénomènes, c'est ce que nous percevons. Et les choses en soi, c'est ce que sont les phénomènes, je dirais, en vrai, mais ils sont inconnaissables, puisqu'on projette justement toujours des catégories sur ces choses en soi, qui restent à tout jamais mystérieuses, hors de portée absolue. Et nous, ce à quoi on a accès, c'est les choses telles qu'on les voit dans l'espace, dans le temps, et puis structurées par des catégories logiques, mentales, physiologiques, etc. Ça semble quand même bien marcher, c'est assez proche du sens commun. Je ne vous dis pas que ce que je vois existe objectivement, je vous dis qu'on voit tout ça, et puis c'est suffisant dans la vie courante, ça nous permet de communiquer, ça nous permet d'envoyer des fusées dans l'espace, donc après c'est peut-être pour les choses en soi qu'on voit, mais bon, c'est pas bien grave. Alors le problème c'est que justement pour Fichte, c'est pas une position, ça semble une position bien confortable, quoi, modérée. Pour Fichte, c'est une position qui est paradoxale. Alors, il faut comprendre que la difficulté elle est vraiment au cœur de la philosophie de Fichte, et on la retrouve aussi chez un autre philosophe qui s'appelle Jacobi. C'est ce qu'on appelle le problème de l'affection. Alors, chez Jacobi et chez Fichte,
ce qu'on remarque, c'est donc une critique de l'opposition entre chose en soi et phénomène. Parce que si on admet cette distinction, dit Jacobi, on sort forcément du système kantien. Alors à première vue, ça fonctionne, mais en vérité, ça pose un problème. Par exemple, comment concevoir le rapport entre les phénomènes et les choses en soi? On dit, nous on voit que des phénomènes, on voit des choses, et puis on ne sait pas comment elles sont en soi. Alors, quel est le rapport entre phénomènes et choses en soi? Et là-dessus, c'est très technique, c'est très précis, mais ça vaut quand même le coup de me dire, si vous utilisez deux catégories, comment elles se rapportent l'une à l'autre. Il y a les choses en soi et les phénomènes. C'est quoi le rapport entre les deux? Et là-dessus, Kant n'est pas très à l'aise, parce qu'il utilise des concepts qu'il n'a pas le droit d'utiliser. Il dit par exemple que les choses en soi, elles causent les phénomènes. Ah, sauf que la cause, c'est justement une des catégories qui est limitée en principe au champ des phénomènes. Il dit que les phénomènes, que les choses en soi sont les fondements des phénomènes. C'est pareil, en principe, il n'a pas le droit de le dire. Des fois, il parle de la chose en soi. Ah bah ça veut dire qu'il n'y en a qu'une alors. Puis on la morcelle. Des fois, il dit, bah non, il y a des choses en soi. Ah, donc il utilise la catégorie de la pluralité. Or, on a dit, les catégories, c'est ce que nous, on applique au phénomène. Donc il n'a pas le droit de dire que la chose en soi, elle est une. Il n'a pas le droit de dire que les choses en soi, elles sont plusieurs. Il n'a pas le droit de dire que la chose en soi, elle cause les phénomènes. Les catégories logiques de nécessité et contingence sont aussi des catégories qui s'appliquent au phénomène. Donc ça devient problématique parce qu'on ne peut même pas dire que les choses en soi, elles sont nécessaires pour qu'il y ait des phénomènes, puisque là, vous outrepassez un peu la limite. Donc c'est aussi un paradoxe que remarquera Hegel, c'est que si vous tracez une frontière, vous la dépassez forcément. Pas physiquement, mais au moins mentalement. C'est que s'il y a une frontière que vous tracez, c'est bien que vous avez une idée de ce qu'il y a derrière. Donc là, c'est pareil, en mettant une frontière, en disant « Oh là, on ne connaît pas les choses en soi, on connaît que les phénomènes », sans s'en rendre compte, on est déjà obligé de sauter par-dessus cette limite en posant la limite. Parce que sinon, on peut vraiment rien dire des choses en soi. On dit, bah, c'est pas grave, on n'en dit rien. Mais on peut même pas dire les choses en soi. On peut même pas dire qu'elles existent. L'existence, l'inexistence, c'est une catégorie. Donc c'est un peu embêtant quand même, parce on a cette catégorie parce que la chose en soi, elle existe nécessairement pour qu'il y ait des phénomènes. Sauf qu'on n'a pas le droit de dire qu'elle existe, on n'a pas le droit de dire nécessairement, et on n'a pas le droit de dire pour, parce que c'est un lien de causalité. Donc en gros, il n'y a plus de choses en soi. Ah oui, mais l'inexistence, c'est une catégorie qui s'applique aux phénomènes. Donc on n'a même pas le droit de dire qu'elles existent pas. Tiens. Donc, Fichte te dit, comment tu es capable de parler d'une réalité sans en rien savoir, sans en avoir au moins obscurément conscience? Tu es capable de parler d'une réalité indépendante de toi, sans la rapporter à toi, tu es plus fort que moi. Laisse-la ce livre, il n'est pas écrit pour toi. C'est un peu le problème, hein, si vous êtes capable de parler de quelque chose qui est absolument indépendant de nous, bah, ça veut dire qu'il est aussi vous ne pouvez pas en parler, quoi. Hein. Son défi, c'est d'essayer d'expliquer comment nous pouvons véritablement connaître quelque chose sans recourir à la distinction qui avait pourtant l'air bien pratique, bien pédagogique, phénomène chose en soi. Ce qu'on voit subjectivement, ce qui existe objectivement. Ça suppose une limite qu'on est nécessairement obligé de franchir dès lors qu'on l'établit, donc on ne peut pas recourir à cette différence. Alors, comment réussir à dépasser le problème du solipsisme sans utiliser la preuve d'existence de Dieu de Descartes, sans avoir recours à une foi un petit peu naïve ou mystique, et sans recourir à la distinction phénomène-chose en soi de Kant. Alors Fichte, il a une méthode à lui, c'est là-dessus moi que j'avais travaillé quand j'avais fait ma thèse, donc sa solution, si on veut, c'est de se dire qu'en fait, le moi, il s'auto-affecte inconsciemment. Il y a une force en moi dont je n'ai pas conscience, qui est inconsciente et qui fait qu'il y a un monde extérieur. Donc plutôt que d'aller chercher une transcendance chez Dieu, on va aller chercher en nous-mêmes. On va dire, mais en moi-même, si je fais un peu d'introspection, je sais ce qu'il y a en moi-même. Alors, pour avoir la chance de naître bien après Freud, on sait que ce n'est pas forcément vrai. Hein. Savoir que l'on est et savoir ce que l'on est, c'est deux choses différentes. Et puis, il y a en nous des ressources qui sont insoupçonnées, il y a peut-être aussi des pulsions qui sont insoupçonnées. On peut penser qu'il y a en nous des forces dont nous n'avons pas conscience, même si nous sommes une pure conscience. Alors, même chez Descartes, alors souvent on présente Descartes comme un philosophe pour lequel la conscience est totalement transparente et pure, et il faudra attendre les philosophes du soupçon pour trouver un petit peu de côté sombre dans cette conscience. On le remarque déjà chez Descartes. Descartes, il dit dans les méditations métaphysiques, méditation seconde, il se demande si le monde qu'il voit peut être, vous savez, une production, ne pas être réel. Alors, peut-être qu'il est le produit d'un malin génie, pour ceux qui
ce malin génie. Peut-être qu'il est peut-être qu'en fait le monde que je perçois, en fait je suis manipulé. Alors là c'est pareil, il faut cultiver sa paranoïa quand on lit Descartes, sinon c'est pas drôle. On se dit peut-être qu'en fait je suis manipulé et qu'en fait il y a une sorte d'esprit très puissant et très malin qui essaie de me tromper, et à chaque fois que j'ouvre les yeux, je vois un monde, je crois que vous existez, alors qu'en fait vous n'existez pas. Alors on va dire, mais prouvez-moi que ce malin génie existe. Et Descartes il dit non, vous, prouvez-moi qu'il n'existe pas. Hein, c'est le principe du paranoïaque. Hein. Donc, mais là c'est une posture philosophique, hein, il n'y croit pas pour de vrai. Il dit, prouvez-moi qu'il n'y a pas de malin génie qui me trompe. On peut se dire simplement, mais pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Parce qu'il est malin et que c'est un malin génie, quoi. C'est parce que ça l'amuse. Mais vous savez, l'humour c'est très personnel, hein. Il y a des choses, ça te fait rire. Hein, vous voyez, l'humour d'un enfant de 5 ans, c'est pas forcément l'humour d'un adulte. L'humour de droite, c'est pas l'humour de gauche. Enfin bon, voilà, il y a des humours, il y en a qui aiment l'humour absurde, il y en a qui n'aiment pas. On va dire, et donc ça c'est drôle. Ouais. Et donc, créer un monde entier, l'illusion d'un monde, simplement pour me tromper, je parle de moi parce que vous, je ne sais pas si vous existez, donc ça ne m'intéresse pas. Donc il a créé un monde, et à chaque fois que je le vois, je ne peux pas m'empêcher de le percevoir, et ça, c'est drôle. Ouais. Il fait ça simplement parce qu'il est méchant. Hein, vous savez, c'est comme publicité Orangina sanguine de Alain Chabat. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Parce que, voilà, il est méchant, et c'est son humour, ça le fait vraiment beaucoup rigoler. Alors là, en plus, avec moi, il s'amuse beaucoup, parce que comme je suis le seul à exister et qu'il me trompe, en plus, je fais court sur le malin génie. Hein, vous voyez, où ça redouble la vanne en plus. Alors là, c'est très très drôle. C'est que non seulement je fais court sur le malin génie, mais ça ne me réveille pas, je dirais pour autant. C'est que je peux très bien dans un rêve me demander si je rêve, puis me dire ah bah non, je rêve pas, et continuer mon rêve. Là, c'est pareil, le fait d'être conscient que le malin génie existe peut-être, ne fait pas éclater au grand jour le fait qu'en effet il existe. C'était qu'une blague, Portier. Évidemment, vous êtes le seul à exister réellement. Évidemment que le monde n'existe pas. Donc, pour éviter de tomber dans un tel délire, Descartes, il se dit, comment est-ce que je peux prouver, moi je sais que j'existe, mais comment est-ce que je peux prouver que vous, vous existez? Alors, il a recours à Dieu, il dit, si je prouve que Dieu existe, c'est Dieu ou le malin génie, parce que si Dieu existe, il est infiniment puissant, il ne peut pas avoir laissé une telle créature me tromper dans les choses les plus simples. Hein. Donc, comme on a prouvé que Dieu existait, ça veut dire qu'il n'y a pas de malin génie. Ouf, ça va. Donc, ça veut dire que globalement, ce que je vois existe. Donc, c'est bien, merci, ça veut dire que vous existez aussi. Alors c'est vrai que Dieu a fait en sorte que je puisse me tromper parfois, dans des petites choses. Des fois je fais des heures de calcul, je crois que c'est Léon et puis en fait c'est Mathieu, je crois entendre un truc et puis c'est autre chose. Bon, j'ai des erreurs de perception, je suis victime d'illusions, de mirages, mais à la marge, je dirais, globalement, Dieu ne m'a pas fait parfait, donc Dieu n'a pas fait en sorte que je ne me trompe jamais, mais Dieu n'a pas voulu que je me trompe toujours. Donc c'est déjà suffisamment gentil. Et en plus, il m'a donné les moyens de rectifier mes erreurs. Je fais des erreurs de calcul, mais je peux progresser. Je crois là-bas que c'est Léon, mais il suffit que je m'approche et je me dis « Ah ben non, c'est pas Léon ». Bon, voilà. Donc, il m'a toujours donné des moyens de corriger également ses erreurs, ses illusions, de progresser dans la connaissance, même la connaissance scientifique, etc. Donc, si Dieu existe, tout va bien. Chez Descartes, on cherche une transcendance. Chez Fichte, on ne peut pas, puisque justement, on est dans ce solipsisme et on n'a pas recours aux preuves d'existence de Dieu. Donc, on va chercher une immanence. Donc, il y a une force en moi qui est inconsciente, et qui produit ce monde extérieur. Donc en fait, le non-moi, plutôt que de le penser à l'extérieur du moi, il y a le non-moi dans le moi lui-même. Alors il appelle ça le non-moi posé comme non posé par le moi. Oui. Ah si, le non-moi, il est posé, mais comme non posé, parce que si vous savez que vous le posez, c'est un peu comme si vous faisiez vous-même un cadeau surprise. Vous n'allez quand même pas sauter de joie, hein, voilà, évidemment. Si vous jouez à cache-cache tout seul, bon là, en principe, vous allez y arriver, quoi. Hein, donc, comme les petits enfants de 2 ans qui vont cacher. Eh bien non, pas cacher. Ben si, moi je vois pas. Mais quand tu ne vois pas, nous on te voit. Enfin, vous voyez. Donc là, c'est un peu ça, évidemment. Donc le non-moi, il doit être posé, mais comme non posé. Parce que sinon, vous faites vous-même votre petit « Oh, un monde extérieur, je m'y attendais pas. » Bon, alors évidemment que ça marche pas comme ça. Donc le non-moi doit être posé comme non posé. Donc il doit être inconscient. Donc le non-moi, il doit être posé comme non posé par le moi lui-même. Vous voyez. Version Descartes, il dit « Il y a peut-être un malin génie qui me trompe. » Et il dit à un moment « Peut-être que je suis d'ailleurs moi-même capable de produire de fausses pensées en moi-même. » Donc il dit, lui-même il envisage, peut-être qu'il y a même un pouvoir que je ne connais pas moi-même, qui est en moi-même, et qui crée l'illusion d'un monde extérieur.
Alors, version un peu plus optimiste, peut-être qu'on a tous cette puissance en nous-mêmes, et donc on est raccordés, c'est pour ça qu'on voit tous un petit réveil gris, on voit la même chose, parce qu'on est câblés pareil. Ceci dit, moi je crois en votre existence parce que je l'aperçois, donc c'est un peu ce que Merleau-Ponty appelle le ridicule d'un solipsisme à plusieurs, c'est qu'on est chacun dans notre petite bulle, on est tous câblés à regarder la même chose, mais comme on est chacun dans notre bulle, on ne peut pas être sûr que ce soit une chose qui existe réellement. Peut-être que nous sommes tous prisonniers d'une illusion, ou peut-être que je suis même le seul à exister. Donc ça, c'est un peu les problèmes que ça pose chez Descartes, chez Kant et chez Fichte, c'est le problème du solipsisme en général. Se demander, est-ce que je suis le seul à exister ou pas. Alors chez Fichte, comme c'est une capacité du sujet transcendantal, en fait, ça résout le problème, c'est qu'en fait, on existe tous, mais comme on a tous en moi la même production de ce non-moi posé comme non posé par le moi, ça fait que finalement, on voit tous la même chose, mais sans recourir à une altérité. Vous avez tout compris, Fichte. Le moi, c'est pas qu'il est affecté par le froid qui est extérieur à lui, et que c'est pour ça qu'il ressent du froid. C'est pas qu'il voit une couleur rouge parce qu'elle est extérieure à lui. C'est pas que la couleur rouge qui l'affecte. C'est lui-même qui s'auto-affecte de la couleur rouge ou du froid, mais sans s'en rendre compte. Mais comme on fait tous la même opération parce qu'elle est indépendante de notre volonté, puisqu'elle est non posée, finalement, on aboutit à la même illusion de réalité extérieure. Donc il y a une intériorisation de l'extériorité chez le mouvement. Si finalement, je réussissais à prouver qu'il n'y a pas de non-moi, enfin qu'il y a une illusion de non-moi, mais qu'en fait, il n'y a pas de monde, que c'est l'œuvre d'un malin génie, ou que c'est simplement la production d'un non-moi posé comme non posé, mais qu'en fait, vous n'existez pas vraiment. Ou alors que je suis en train de rêver, ou alors que je suis prisonnier d'une machine qui crée des signaux électriques et chimiques dans mon cerveau et qui me crée l'illusion d'un monde extérieur. Vous regarderez la trilogie Matrix. C'est ça, ouais. C'est inspiré un petit peu de ça, parce que les frères Wachowski, en fait, alors a priori, n'ont pas lu les grands classiques de la philosophie qui sont Descartes, etc., mais ils ont lu par contre d'autres philosophes américains. Notamment, on sait qu'ils ont lu Putnam, et les problèmes le défi, là, vous savez, du cerveau dans une cuve. Alors c'est ça qu'on retrouve aussi, c'est le même problème. Si je suis un cerveau dans une cuve, est-ce que tout est permis? Si le monde réel n'existe pas, si le monde que je perçois n'existe pas, est-ce que tout est permis? Donc là, c'est un enjeu moral. Alors l'hypothèse du cerveau dans une cuve, c'est une hypothèse qui a été faite par un Américain au XXe siècle. C'est ça qui a inspiré après beaucoup de films comme vous avez Passé virtuel, Existence, Matrix, éventuellement d'autres films aussi sur le rêve, etc., Inception. Donc là, ça a beaucoup fleuri autour de la fin des années 90, comme par hasard, quand le monde virtuel, Internet, etc., s'est beaucoup développé aux États-Unis, parce qu'on a commencé à s'interroger un peu sur ce qui est vraiment réel, finalement. Parce que le virtuel est réel, c'est pas la même réalité, c'est la réalité virtuelle, mais c'est pas de l'irréel, c'est pas de l'imaginaire, c'est bien réel ce qui se passe sur Internet. Et puis, ça, c'est pas comme un rêve, ça s'entrelace avec la réalité, je dirais, illétique, matérielle. Donc, on se dit, oh là, c'est un peu schizophrénique, c'est ambigu, et puis on a toujours cette ambiguïté, qu'est-ce que sur Internet, on sait jamais trop si on est dans quel type de réalité on est, comment les deux ça. Donc, comme par hasard, sociologiquement, c'est à cette époque-là que sont arrivés ces films qui ont mis en scène le thème philosophique du solipsisme, et de se demander, mais finalement, est-ce qu'on est dans le monde réel? Est-ce qu'on ne peut pas être prisonnier dans un monde qui est inventé? Alors, Putnam, c'est l'un des premiers à se demander ça, en se disant, finalement, ce que j'appelle la réalité, c'est un ensemble d'informations électriques et chimiques, interprétées par mon corps, mon cerveau, etc. Donc, si on prend mon corps entier, ou voire même que mon cerveau et puis la moelle épinière, on met ça dans du formol, et puis on branche des électrodes dessus qui créent l'illusion de signaux électriques chimiques correspondant à une réalité extérieure. En fait, je suis un cerveau dans une cuve, et puis je crois être en train de me balader sur la plage. Et donc les scientifiques qui m'ont mis dans une cuve, eux, ils voient ce que moi je vois, et donc ils se disent, ah tiens, c'est bon, notre expérience continue de bien marcher. Ils croient réellement que, par exemple, il est en train de faire une conférence sur le cerveau dans une cuve, ce qui redouble encore l'ironie de l'histoire. Voilà. Et donc ce que disait Putnam, il disait, mais prouvez-moi que c'est pas possible. Alors il dit, non mais c'est pas possible aujourd'hui, parce que oui, mais prouvez-moi que c'est pas possible, c'est-à-dire, si vous pouvez me prouver que c'est pas possible, ça veut dire que, alors, version métaphysique, il n'y a pas de malin génie, version Fichtéenne, il y a bien un non-moi indépendant du moi, ou version plus science-fiction, ça veut dire que la réalité n'est pas simplement un ensemble de produits électriques chimiques. Alors c'est ce qui se passe toutes les nuits, hein. Parfois on rêve et on se rend compte qu'on rêve, et puis souvent, quand on se réveille, on se rend compte que c'est un rêve, mais dans le rêve, même si on s'interroge sur la réalité de ce qu'on est en train de vivre, tout nous semble cohérent, et puis on sent bien les choses, le froid, le chaud, etc.
Et on rêve. Donc notre cerveau lui-même est capable de produire ces signaux. Donc pourquoi est-ce que mon petit cerveau dans une cuve, je ne pourrais pas le brancher sur une grosse machine, PlayStation 1000 quoi, et puis lui donner l'illusion d'être, de pas en être un, d'être réellement un humain. Alors, ça a à moitié rendu fou Putnam sur la fin de sa vie, donc philosophie avec modération, parce qu'en fait, il s'est questionné là-dessus, et la réponse qu'on lui donnait toujours, c'est qu'on lui disait, oui, mais d'accord, peut-être en l'an 4000, ça serait peut-être possible, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Et donc Putnam se demandait, oui, mais qu'est-ce qui me prouve qu'on est aujourd'hui? Dans Matrix, ils sont en l'an 2400, hein, et puis on leur a dit, tiens, on va vous faire une petite matrice, vous êtes en 1990, si c'est possible, si on sait que ça sera possible un jour, donc qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas déjà le cas, et que justement, comme par hasard, on nous crée l'illusion d'un monde dans lequel c'est pas possible, parce que si je suis dans un monde où c'est possible, je vais me demander si c'est pas mon cas à moi, alors que là, on va me dire, vous en faites pas, c'est pas possible, technologiquement, on sait pas faire ça. Ouais. On sait pas faire ça encore, dans les années 2010, là, on sait pas faire ça. Mais par contre, en l'an 3000, on se fera sûrement. D'accord. Donc prouvez-moi qu'on n'est pas en l'an 3000. C'est pas... Alors à la fin de sa vie, il s'était même demandé, il s'était dit, j'estime qu'il est hautement probable que je sois la seule personne réellement existante. C'est ça. Et c'est le plus probable en fait. Parce que si ça se trouve, en plus, les scientifiques, eux, ils sont tous morts dans le monde réel, et puis moi je suis dans une cuve, on me demandait, il y a quelqu'un voilà, c'est bon, l'expérience est terminée. Bon, combien de temps on peut faire vivre un cerveau dans une cuve? Je sais pas moi. Donc, du coup, si on me prouve que je suis un cerveau dans une cuve, si en fait là on me débranche, à un moment on me dit, bah ouais c'est bien joué, t'as trouvé, t'es un cerveau dans une cuve, est-ce que c'est un enjeu, et puis après on me rebranche, est-ce que c'est un enjeu moral? Du coup, je sais que vous n'avez pas plus de réalité qu'une image dans un de mes rêves. Et donc, ce que se demande Fish, c'est qu'il se demande, est-ce que si le monde réel n'existe pas, tout est permis? Donc ça, il se demande ça notamment donc, dans un livre qui s'appelle, il faut que je le retrouve, La destination de l'homme. Et donc là, lui, sa théorie, c'est que justement, il y a un enjeu moral qui fait passer en gros, je dirais, de la critique de la raison pure à la critique de la raison pratique. Il y a un enjeu moral à la connaissance parce qu'il est du devoir, pas simplement d'intellectuel, mais du devoir d'homme, de prouver qu'il y a bien un monde extérieur, ou qu'en tout cas, il y a bien au moins une humanité en face de moi, parce que si je ne peux pas prouver que vous n'êtes pas finalement dans mon rêve, tout est permis. Parce que c'est aussi...